ton poteau Pavard. Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, émission du 29 juin 2020. Et comme d'habitude, je suis accompagné par Aurélien. Bonjour. Thomas. Bonjour. Et le retour d'Audrey. Bonjour. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, les news, ensuite les news extraordinaires, le top et le flop. Le débat va concerner tout ce qu'il y a eu au niveau des rachats de clubs, les fonds d'investissement, etc. Avec notamment ce qui se passe avec l'Olympique de Marseille, où Thomas va nous faire un petit point juste avant le débat. Ensuite, les matchs à voir du week-end, évidemment, pour finir le quiz. C'est parti donc pour les news. Les news et beaucoup de mouvements au Paris Saint-Germain. Tout d'abord, le latéral droit belge Thomas Meunier va quitter le PSG cet été pour rejoindre le Borussia Dortmund. Mais Dridi nous en parlera un peu plus dans son top et son flop. Et bon, malheureusement, je pense que ça va être un flop. Ensuite, de l'autre côté du terrain, à gauche, c'est Layvin Kurzawa qui devrait vraisemblablement prolonger une durée de 4 ans est notamment mentionnée pour Layvin Kurzawa, un temps parmi les indésirables du club, puis auteur d'une deuxième partie de saison assez convaincante. Que penser de cette prolongation? Confiance ou revendre plus cher pour Layvin Kurzawa? Choix par défaut, je dirais, parce que je pense que le marché en ce moment est très compliqué. Les latéraux, ça a toujours été très compliqué parce qu'il n'y en a pas énormément qui sont libérés. Et compte tenu de la crise actuelle, je pense que le meilleur choix c'était de le prolonger. Kurzawa, il faut rappeler qu'il a un petit salaire, il va le doubler, mais il ne va pas être parmi les gros salaires, donc il y aura peu d'impact. Et puis en plus, il se refaisait un peu une santé sur ses derniers matchs. 4 ans, tu peux espérer une bonne saison de Kurzawa et ne pourras pas le revendre l'an prochain, voire peut-être le garder. Mais oui, mieux vaut ça que le laisser libre et être à la recherche d'un latéral gauche. On sait que le Paris Saint-Germain doit souvent surpayer ses joueurs. Si là, tu as un latéral gauche qui part, il ne te reste que Bernat qui est en fin de contrat l'an prochain. Donc tu seras clairement demandeur. Les clubs ne vont pas te faire de cadeaux vu la crise. Donc pour moi, la meilleure solution, là, c'est de le garder, de le prolonger. C'est une bonne décision pour moi. Ça parlait notamment d'Alex Telles du côté du PSG pour potentiellement remplacer Layvin Kurzawa. Avec cette prolongation, on tire peut-être entrée sur le potentiel recrue. Je crois que c'était mort. Ça commençait à sentir le Russie depuis quelques temps. Puisque même les médias ont expliqué que finalement ça ne allait peut-être pas se faire. Surtout que le PSG ont de nombreux joueurs qui vont quitter le club, que ce soit en défense centrale, que ce soit en attaque. Donc c'est vrai que Dridi a raison. Autant garder Kurzawa sur un malentendu, ça peut passer en tant que remplaçant et se concentrer pour essayer de dépenser judicieusement l'argent afin de doubler les postes au milieu de terrain, potentiellement doubler au niveau de la défense centrale et aussi en attaque. Après, il faudra suivre la situation de Bernat aussi parce qu'il lui reste 1 an de contrat. Ouais. Sa prolongation est tarde à venir. Il faudra voir ce que le PSG fait parce qu'ils l'ont bien relancé quand même. Ils l'avaient acheté 3 ou 4 millions d'euros. Faut se rappeler alors qu'il était à la cave. Ouais, parce qu'il se blessait beaucoup aussi. C'était ça. Sinon, après, le talent, Bernat, il l'a... Ah oui, mais il l'a toujours eu. C'était un Ensuite, des hommes de base de Guardiola à un moment. Donc oui, c'est un super joueur. Maintenant, faut suivre sa situation de près parce que je pense que si Leonardo il sent que il n'y a pas la possibilité de le prolonger, il va peut-être le mettre sur le marché. C'est quand même dommage parce que Alex Telles, je trouve que il avait raté son premier passage à l'Inter. Le retrouver dans une équipe de plus grand standing que Porto, parce que le Porto actuel n'est pas pour moi le Porto des différentes des années précédentes. Ça aurait permis de démontrer qu'il avait vraiment des qualités et que c'était juste une erreur de jeunesse. On verra de toute façon si Alex Telles reste à Porto ou s'il fait le jump vers un plus grand club en Europe. On va rester en Ligue 1 puisque après Mathieu Bodmer, c'est un autre nom bien connu des pelouses de Ligue 1 qui a décidé de mettre un terme à sa carrière. Il s'agit de Christophe Jallet, international français et joueur historique maintenant du Paris Saint-Germain, on peut le dire. Que retenir de la carrière du divin chauve? Je pense qu'il aura fait une belle carrière et je pense qu'il a fait la carrière honnêtement je pense même qu'il a atteint un niveau qu'il n'aurait jamais pensé atteindre personnellement. Je pense qu'il a fait une carrière qui dépasse ses espérances. Parce qu'il faut se rappeler, c'était un bon joueur à Lorient, après il est allé au PSG. À Niort, il n'était pas mauvais aussi. Oui. Puis à Lyon aussi. Oui, bien sûr, mais là où quand même il a été plus en avance le PSG avec sa sélection en équipe de France où il marque un but. Contre la Biélorussie sur son centre qui est raté.
Et l'action où Benzema est hors jeu du début jusqu'à la fin, mais je veux pas lancer un débat tout de suite. Ouais, mais il était bien hors jeu. Il était très bien hors jeu. C'est grâce à ça en fait. Le but est magnifique. Mais oui, il a eu une 14aine de sélections, je crois. Il faudra vérifier un peu. Je pense peut-être de rassemblement, mais sélection, je pense pas beaucoup. Enfin, j'ai pas mémoire de l'avoir vu beaucoup de fois. Faudra vérifier. Une barrée de temps par Bakary Sagna en équipe de France dans les années du coup 2010, début des années 2010. On continue avec les retraites des joueurs français, cette fois-ci du côté du Portugal avec Jérémy Mathieu. Le joueur passé par le Barça, Toulouse et Valence notamment, met un terme à sa carrière à 36 ans. Lui aussi, que retenir de sa carrière, Jérémy Mathieu, qui a toujours été, qui doit avoir aussi pas mal de sélections l'équipe de France quand même. Non, il en a 3. Que 3 4. Il a eu plusieurs rassemblements, mais... C'est ça, et en plus, il arrête sa carrière... sur une blessure. Voilà, sur une blessure, c'est qu'il s'est blessé à l'entraînement, il s'est fait, je crois, les ligaments croisés, ou en tout cas, il s'est fait une blessure assez importante, et c'est ce qui fait que Jérémy Mathieu est obligé d'arrêter sa carrière. Que retenir... Un but dans le Classico, mine de rien. Il avait marqué. Hein. Oui, mais surtout, en fait, une carrière avec une progression quasi constante jusqu'à Barcelone. En effet, c'était sûrement un joueur qui aurait mérité au moins de faire plus de rassemblements. J'ai l'impression qu'il y a quelques joueurs comme ça, on ne sait pas les voir. Jérémy Mathieu en faisait partie. Moi, je pense à des joueurs comme par exemple Martin Djetou, qui lui n'a jamais eu la chance de participer, ne serait-ce qu'à un rassemblement en France. Bon, plus surtout pour sa polyvalence, il pouvait jouer latéral gauche, puis après défenseur central au cours de sa carrière, notamment au Barça et puis après au Sporting. Donc, je pense que pour lui, ce sera vraiment le rendez-vous manqué avec la France qui le entre guillemets qui le frustrera un petit peu. Sinon, en termes de carrière. Passer de Sochaux et à jouer jusqu'à Barcelone. Champion d'Espagne ou pas? Je sais pas s'il est champion d'Espagne. Il me semble qu'il est champion d'Espagne, Jérémy Mathieu. Donc, il y a 2-3 ans maintenant. Je crois. Donc bon voilà, belle carrière quand même pour Jérémy Mathieu, qui aura fait quand même du bien au Barça notamment en défense. Et à Valence. Hein, à Valence aussi, oui, surtout qu'il a fait avec avant l'arrivée de Otamendi notamment et Mustafi, putain. Autant se dire qu'ils étaient bons à une époque, c'est quand même terrible maintenant de voir où ils sont. Certains accrochent les crampons et d'autres les réenfilent. Un an après avoir annoncé sa retraite, Arjen Robben va revenir sur les terrains du côté de son club formateur, le FC Groningen. Petit tour et puis s'en va pour le bon vieux Arjen, ou peut-être 2-3 ans à suivre. À voir, pour moi, quand il a arrêté sa carrière, il en avait encore sous la pédale, comme on dit. Donc j'étais assez étonné qu'il cherche pas un nouveau challenge. Pas forcément, on va dire, pécunier. Bon, là, finalement, après un an, ça a dû fortement le titiller. Bon, il s'est entraîné avec le Bayern Munich, peut-être en se disant, tiens, peut-être un petit contrat, mais comme tu as enfin Coman qui s'est arrêté de se blesser, ça y est, que tu as Gnabry qui prend aussi toute la mesure de son talent, pour moi, c'est une belle histoire de recommencer à partir de son club formateur, un peu comme l'avait fait Dirk Kuyt à Feyenoord. Donc, et comme Djibril Cissé. Djibril Cissé, j'aimerais bien qu'il revienne à Auxerre. Moi, je cache pas. Hein, je pense que sa hanche refaite, elle peut tenir pour la Ligue 2. Bon, après, lui, il veut marquer 4 buts en Ligue 1. On va voir. Hein, ça sera un peu le feuilleton, le petit feuilleton de l'été. Mais... ouais, pourquoi pas 2-3 saisons. De toute façon, hein, la seule chose où on sait pour Arjen Robben, c'est qu'il faut que son corps le laisse tranquille. Donc, si au bout de 6 mois, il n'y arrive pas, on sait qu'il sera capable aussi de s'arrêter presque brusquement. Mais bon, qui veut acheter un maillot de Groningen maintenant avec floqué Arjen Robben? Ouais, ça peut marcher. Un petit coup marketing du coup pour Groningen. Ouais. Finalement, l'échange Arthur-Miralem Pjanic est sur la bonne voie. Les deux joueurs ont passé leur visite médicale. La Juventus devra payer 10 millions d'euros en plus pour s'attacher les services du milieu bosnien. Est-ce que le Barça est... Non, du milieu brésilien, pardon. Est-ce que le Barça est le grand perdant de cet échange? Oui. Surtout Non, moi j'aime beaucoup Pjanic. Après, honnêtement, il joue en Regista. T'as Busquets, t'as potentiellement Frenkie de Jong. Arthur, encore une fois, c'est toujours le contexte. Moi, je pense que c'est un joueur de grand talent qui, malheureusement, à l'image du Barça, piétine, patauge. Donc, c'est compliqué. Il va peut-être se relancer à la Juve. Là, mais moi, je le vois bien, personnellement. Hein,
personnellement, c'est un joueur de grand talent. S'il se relance, il arrive à se remettre la tête à l'endroit. La Juventus est un club qui peut lui remettre la tête à l'endroit, je pense. S'ils arrêtent aussi de faire leurs petites conneries en haut avec la direction, parce que c'est assez fou. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être un gagnant-gagnant, mais encore une fois, je vois pas. Pour Pjanic, je le vois beaucoup stagner quand même avec la Juventus. Ouais, mais la Juve stagne. Il va regretter. Mais le Barça, d'un autre côté, stagne aussi. Donc en fait, tu sais pas. Donc en fait, peut-être que ça va donner la même chose. Ouais. C'est-à-dire que Pjanic, il va faire la même chose qu'Arthur, et Arthur va faire la même chose que Pjanic. Sauf qu'il y en a un plus jeune et qui peut potentiellement être vendu, alors que Pjanic, je pense que 31 ans, Pjanic, 32 pas loin, ouais. 30 ans. Mais sur le long terme, c'est. Mais j'aurais bien vu au PSG en revanche. Parce que encore Arthur, il doit s'adapter au football européen. Il doit, voilà. Peut-être qu'il prend trop de temps, mais sur le futur. Ses premiers mois étaient pas dégueulasses. Oui, c'était très bon. Ah non, mais après, il a connu les boîtes de nuit, voilà. Et aussi le ski. Et le ski. Ah oui, je savais pas. Ah bon? Bah tu savais pas que. Arthur Ski, c'est un Polonais, non? C'était cette année. C'est cette année, Dridi. Qui s'est blessé au ski et qu'il a été réprimandé par Barcelone. Oui, tous les footballeurs n'ont pas le droit de faire de ski. Il revenait de grosses blessures et je crois que c'est ça, il revenait de blessures et en fait il a fait du ski. Mais sur le long terme, en fait Barcelone, t'as aucune logique sportive, c'est vraiment que du court-termisme, c'est tenter de sauver les meubles. Ah ben là, il n'y a pas de projet. Il faut dire ce qu'il est. Il y a... de toute façon, on l'a dit sur plusieurs émissions, le projet Barcelone est inexistant et surtout sans queue ni tête. Donc, en fait, il faut attendre le retour de Xavi avec le prochain président. Le prochain président qui amène dans sa liste Xavi, le fils Cruyff, et j'ai oublié l'autre. Donc on va voir si ça va être bon pour le Barça ou pour la Juve ou pour Arthur, pour Pjanic. C'est vrai que Dridi l'a soulevé, c'est peut-être un échange perdant-perdant, on ne sait pas, vu que les deux joueurs stagnent. Mais bon, compte tenu de la direction sportive actuelle des deux clubs. Des deux clubs, mais bon, après la jeunesse est du côté d'Arthur et du coup du côté de la Juve. C'est la fin des news, on va donc passer aux news extraordinaires d'Aurélien. C'est parti. Allez, c'est parti. À partir de demain, les 3 premiers Jurassic Park vont être diffusés. Merci d'arrêter votre visionnage au 1 et au 2. Le 3 est pas mal, Ouais, c'est ça. Toi aussi, t'as envie de parler avec un Vélociraptor? Ah non, ça c'est dans le 4. Hein. Voilà, je confonds tout. Allez, bon. Remplacer un coach n'est jamais chose aisée et je sais de quoi je parle. Manchester United ne semble toujours pas avoir digéré le départ de Sir Alex Ferguson et dernièrement, c'est Ole Gunnar Solskjaer qui essaie de faire quelque chose des Red Devils. Lors du match contre Sheffield, le technicien norvégien a placé Anthony Martial en tant qu'attaquant de pointe et l'ancien monégasque lui a bien rendu puisqu'il a marqué un triplé. Il devient alors le premier joueur à le faire en Première Ligue depuis que Sir Alex Ferguson est parti à la retraite. Bon, j'ai même trouvé une autre anecdote pour les Red Devils. Depuis 82 ans, soit 4025 matchs, Manchester United a toujours placé un joueur du centre formation sur les prés anglais. C'est beau quand même. Très, très beau, oui. On va juste dire que le vrai poste de Martial, c'est attaquant de pointe. Je crois que c'est son premier triplé de sa carrière à Martial aussi. Aussi, et je partage l'avis de Dridi, pour moi c'est pas un délit. Bon, le Covid-19, car il restera toujours masculin pour moi le Covid, laisse encore des traces malgré la reprise de plusieurs championnats. Après les badges pour remercier le personnel soignant, voici le maillot antibactérien. Il est le fruit de l'équipementier Erea qui a décidé de le créer pour l'équipe de Parme. Grâce à une technologie révolutionnaire, la tenue portée par les joueurs est imperméable, ce qui permet aux gouttelettes de ne pas être absorbées. Les Crociati l'ont donc porté dimanche soir face à l'Inter et malheureusement, cela ne les a pas rendus imperméables à la défaite. Ils auraient dû prendre de la chloroquine. C'est ça. Allez. On replonge en 2009 lorsque le club hongrois de Debrecen Vasuta Sports Club participait pour la première fois de son histoire à la Ligue des Champions. Reversé dans le groupe de Liverpool, de l'Olympique Lyonnais et de la Fiorentina, il n'avait pas pu mieux faire qu'un 0 pointé, mais c'est de l'histoire ancienne. En D1 hongroise depuis 27 ans, Debrecen vient d'être relégué. Envahissement de terrain, larmes des joies à des supporters, bref, la totale pour une journée du 27 juin qui sera dorénavant qualifiée de journée noire. Merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires des 4 coins de l'Europe. Merci à toi. On va passer au top et au flop du week-end. C'est parti.
Les tops et les flops, on va commencer avec toi Thomas en première ligue. Tu veux nous parler de ton flop, la saison malheureusement de Tottenham. Oui, Tottenham, donc déjà, le début de saison, ça m'inspirait pas confiance parce que Pochettino avait, il avait expliqué que s'il gagnait la Ligue des Champions, il quittait le club. Et donc il n'a pas gagné et il n'a pas gagné, il est resté. Non, mais déjà dans la tête des joueurs, ça peut être, ça peut ne pas être facile à digérer. Ensuite, tu as eu de nombreux transferts qui ne se sont pas faits. Tu as eu par exemple Eriksen qui est resté alors qu'il était censé partir. Voilà, déjà ça commence pas très bien. Ils ont dépensé beaucoup d'argent sur. Donc ils ont aussi notamment misé sur Ndombele. Oui. Voilà. Mais ensuite, que dire après le licenciement de Pochettino Levy a voulu des résultats. Lui qui a mené quand même un projet sur le long terme et autres. Il prend qui ? Mourinho. Donc tu sais que sur le court terme, en fait, c'est presque l'exemple de Dele Alli qui a été correct sur 2-3 matchs, c'est ça ? 2-3 matchs et... Il faudra demander à Sofiane. Voilà, il a fait 2-3 matchs et ensuite il a été porté disparu. Donc comme a dit Mourinho, c'est son frère, c'est ça ? C'était ça sa petite blague ? Oui, il y avait une histoire voilà. comme ça. Donc voilà, Mourinho, il a tenté de faire son show et finalement ça a foiré. Là, vont-ils atteindre la Ligue des Champions ? A priori, ça va être complexe. En plus que Chelsea va être revigoré par leur victoire contre Manchester City, ça va leur donner des ailes. Et puis ils ont aussi gagné face à Leicester, en Coupe d'Angleterre. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ils font partie. Community Shield, je crois. Non, la Coupe d'Angleterre. La FA Cup où il y aura Arsenal, Manchester City, je crois aussi Manchester United et Chelsea, si je me trompe pas. Donc beau dernier carré. Ouais, donc, voilà, et ensuite un carré digne du Big Four. Il y a 10 ans parce qu'il y avait Arsenal. Ensuite, Mourinho, il sauve quand même les apparences avec son mercato, le mercato hivernal. Donc ils ont quand même dépensé beaucoup d'argent et fait de nombreux investissements avec du Jetson Fernandez ou encore Bergwijn. Oui, mais t'as une option d'achat sur Fernandez. Après, est-ce qu'ils vont la lever ? Ça, c'est une question. Parce qu'il joue pas énormément. Il a quand même joué une dizaine de matchs au total, je crois. Ah, il joue. Surtout que là, t'as la guerre Ndombele qui a démarré. Ndombele ne veut plus entendre parler de Mourinho et veut quitter le club. Donc bravo le management de Mourinho. 60 millions à la BN. Voilà, c'est ça. Donc Ndombele n'est pas irréprochable. C'est quelqu'un qui a un caractère particulier. Mais voilà, au final, tu ressens déjà les effets de Mourinho même pas sur le long terme, sur le moyen terme. En fait, un management autoritaire. Le problème, c'est que c'était l'une de ses qualités à l'origine. À l'origine, c'était sa qualité principale. C'était un management qui était bon. Et finalement, ça, voilà, au fur et à mesure des années, donc approximativement après son passage au Real, son management est devenu de plus en plus catastrophique. Oui, non, et surtout que je pense que Ndombele, il a bien dû être briefé par l'ami Pogba. Il a dû lui dire tout simplement t'inquiète pas, fais de la merde, attends 6 mois, il va être viré, et après tu fais comme moi, marque 10 buts. Donc merci à toi pour ce flop, Thomas, pour Tottenham. Ensuite, à toi Aurélien, tu veux nous parler de ce qui s'est passé en Bundesliga avec Cologne qui perd pied. Ouais, pour moi c'est un peu le flop parce que d'ailleurs Cologne avait fait une excellente deuxième partie de saison parce qu'ils étaient dans les relégables, il me semble, et après plusieurs victoires à la suite, ils sont finalement rapidement mis à l'abri et sauvés. Je pense que là le sauvetage s'est un peu fait voir lorsque ils ont joué contre le Werder Brême et ils se sont fait littéralement éclater 6-1. Alors pourquoi je pousse un petit coup de gueule, c'est que en fait le Werder devait miser sur une victoire de l'Union Berlin face au Fortuna Düsseldorf pour prendre que je me trompe pas parce que c'est un championnat à 18, donc pour avoir la 16e place. En fait, la 16e place, ça te permet de jouer un play-off contre le 3e de Zweite Bundesliga. Et l'Union Berlin a décidé, de toute façon, c'était à domicile, donc c'était quasiment imprenable. Bon, ils ont éclaté le Fortuna Düsseldorf 3-0. Mais c'est surtout que, voilà,
l'impression que Cologne a levé le pied, s'est fait rouler dessus presque par plaisir. Et ça permettait au moins au Werder Brême d'avoir au moins 50% de chance d'atteindre cette place non relégable, de non relégable directement, parce qu'il faut qu'ils jouent. Tiens, j'ai pas vérifié. Tiens, et c'est une grosse erreur de ma part. Le 3e de Bundesliga 2 ? Oui. J'ai pas vu non plus, mais Cologne quand même a du coup 5 points d'avance sur la zone. Ouais, voilà. Voilà, c'était ça, c'est que les mecs sont arrivés en dilettante et que sûrement que Düsseldorf aurait aimé voir une équipe de Cologne aussi conquérante que on les avait vus au mois de janvier-février quand il fallait sauver leur peau. Bon voilà. Cologne, leur gardien c'est Horn, celui qui était considéré comme un grand espoir. Des gardiens. Non, c'est un Allemand. C'est un Allemand, ouais. Finalement. Ouais, trajectoire de carrière un peu. Il a stagné, il est resté dans son club. Mais par contre, si le Werder finit par descendre, il y a l'ailier kosovar Milot Rashica et Weghorst à choper comme. Eggestein aussi. Eggestein, oui, il y a quand même 2-3 mecs à choper. Quand même. 3e de Bundesliga 2, on se posait la question tout à l'heure, c'est Heidenheim. Ah qui oui. est 3e de Bundesliga. Ça fait que Hambourg n'est pas. Eh oui, Hambourg qui est 4e de Bundesliga 2. Sachant qu'ils ont perdu leurs 2 matchs contre St. Pauli. Donc ils ont perdu 6 points. Donc ils doivent être à moins de 6 points, il me semble. Ils sont à 2 points de la 3e place. Et les autres, ils ont dû faire la fête. Eh oui, Hambourg et Darmstadt non plus qui ne remonteront pas en Bundesliga. Dridi, toi, ton flop, on en a parlé dans les news. C'est le Thomas Meunier et son bilan après 4 années au Paris Saint-Germain. Ouais, après Cologne qui prend l'eau, je voulais la faire, je l'ai passé, désolé, mais ça me tentait trop. Le moulin Meunier, voilà. J'adore. Meunier a dormi, voilà. Et durant 4 ans, on va faire un petit bilan des 4 ans de Thomas Meunier. Fais ça calmement, s'il te plaît. Alors, on va faire ça très, très, très calmement. Alors, il est arrivé au Paris Saint-Germain dans la peau d'un numéro 2, derrière Serge Aurier. À la fin, il a quand même pris sa place. Grâce à Serge Aurier aussi. Oui, avec tant de gentillesse en un seul homme, c'est énervé. Mais bon, après, Serge Aurier n'est pas le seul gentil, puisque je rappelle quand même que Thomas Meunier est l'inventeur du tacle de la tête, lors de la remonte, tout à l'heure. On s'en rappelle de celle-là. Il avait glissé. Oui, tacle de la tête. Ouais, il avait fait un super match aller. Oui, mais comme tout le monde. Mais bon, c'est vrai. Donc, une saison finalement contrastée où, mine de rien, il n'a pas été champion tout de suite. Bon, la deuxième saison, il a vu Dani Alves arriver dans ses pas. 3e saison, pareil. 4e saison, il est derrière Kerrer et Dagba. Alors, certains trouvaient ça injuste. Moi, je trouvais ça totalement juste, en fait. Tout simplement parce que Meunier, c'est quelqu'un qui a du coffre, qui dans un 3-5-2 est utile parce qu'il a du coffre. Mais dans le duel aérien, il n'est pas bon. Il ne sait pas défendre. C'est même pire que de ne pas savoir défendre, c'est qu'il ne défend pas. Je vous invite à revoir son action sur le 2e but du Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions où Asensio a juste 4 mètres d'espace pour centrer, ce qui en 8e de finale de la Ligue des Champions est assez peu. On reviendrait. Surtout quand tu as un certain Cristiano Ronaldo dans la surface, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pas qu'il ne savait pas défendre, c'est qu'il ne défendait carrément pas. Bon, ses centres, je pense que là, on n'était pas loin de Bernard Mendy quand même, parce qu'ils atteignaient souvent porte d'Auteuil, faut le dire. Donc, non, mais... J'ai pris le ballon à un moment. Tu peux remercier Thomas Meunier. Il a pété en pare-brise, le con. Je ne sortais pas. Donc ça, c'était pour la forme. Ça, c'était pour le fond, pardon. Après, pour la forme, à la limite, tu peux être mauvais et être bon communicant. On l'a vu notamment avec le Benjamin Griveaux du Paris Saint-Germain, Ander Herrera, qui se blesse. Qui est un très bon communicant, c'est un super attaché de presse. Il connaît bien l'histoire du club. 10 millions d'euros de prime à la signature et 7 millions. Et intérêt de com. Moi aussi, je te connais tout ce que tu veux à 10 millions. Il a le droit d'aller à l'école pour réviser, oui, ça c'est sûr. Voilà, donc tu pouvais faire comme lui, à défaut d'être bon sur le terrain ou d'être remplaçant ou de ne jamais jouer. Mais non, il a à maintes et maintes reprises quand même été assez insultant envers les supporters. On a tous en tête la fameuse... histoire du like du tifo de l'OM où il a dit moi je m'excuserai pas auprès de pseudo supporters où il a vu certains ultras, finalement ça s'est plutôt arrangé avec les ultras, mais bon il a toujours laissé mine de rien une image déplorable, j'allais dire assez mitigée, mais si t'insistes déplorable. Même non, même lorsqu'il
même lorsqu'il ne like pas des tifos de l'OM, au final, même dans sa communication en général, elle est toujours assez nonchalante. Je pense que... J'ai jamais accroché Alors, sa com. j'aime pas trop la langue de bois, mais faut savoir parfois faire preuve de langue de bois, et lui, il n'en faisait jamais. Il donnait parfois du grain à moudre, alors que t'en avais clairement pas besoin, et te mettait en difficulté pour vraiment 2-3 phrases malheureuses. Et comment dirais-je, la manière dont il est parti résume, je trouve, assez bien les 4 ans de Meunier. Il n'a pas joué vers la fin. Il a pas joué vers la fin. Il joue finalement face à Dortmund. Il est mauvais. Il prend un carton jaune. Il va vers la presse et dit je savais pas que je t'ai suspendu. alors que les rumeurs de Dortmund existaient depuis des mois. Effectivement, donc déjà tu fais passer le club pour quand même un gros guignol, mais bon. Et son communiqué à la fin où il remercie les supporters, sauf les haineux des réseaux sociaux, les débiles des réseaux sociaux, je crois, un truc du genre. Donc tout est résumé en fait sur les 3-4 derniers mois de Thomas Meunier, que ce soit sur le terrain, sur la com, à travers les supporters, à l'extérieur, à travers les journalistes. Tout est résumé, et je trouve que c'est dommage parce qu'il aurait pu mieux faire à mon sens. J'ai vu que les supporters de Dortmund étaient ravis d'avoir Meunier. Quand ils vont voir les combinaisons, ils vont passer de Hakimi à Meunier, il va falloir se mouiller la nuque quand même, je pense, parce que au niveau compréhension du jeu et combinaison, il y a un gap. Et puis pour bien finir cette histoire, maintenant il y a l'histoire Dortmund-PSG avec la fin de la Ligue des Champions, dont Dortmund accepte de laisser Meunier pour les 2 prochains mois en échange d'une indemnité, et Meunier souhaite que le PSG lui paye son salaire, donc son salaire qu'il a au PSG et pas celui de Dortmund. Voilà, donc, pour bien finir. Tout est bien qui finit. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, voilà, très bien résumé de la part de Thomas. On va passer au top avec, Thomas, tu vas garder la parole, avec les efforts consentis par Dimitri Payet sur sa prolongation de contrat avec l'OM. Alors oui, il a renégocié son prêt bancaire et maintenant il a pu renégocier son contrat à l'OM. Alors tout le monde a, moi le premier, a critiqué la prise de position de Payet lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne voulait pas faire des efforts lors de la période. Donc il avait expliqué, sur le moment il n'a pas donné d'explication, il a seulement dit j'ai des crédits à payer. Au final il est revenu dessus hier en conférence de presse. Et il a expliqué qu'il avait 3 entreprises, que l'une d'elles est tombée en faillite et que la deuxième allait sûrement tomber en faillite. Donc voilà, il y a plus d'explications, on peut potentiellement comprendre sa position. Oui, et ensuite, je comprenais que moi j'aurais jamais baissé mon salaire avec un président comme Jacques-Henri Hérault. Justement, la majorité des joueurs de l'OM l'auraient fait pour l'OM, mais pas pour Jacques-Henri Hérault. Jacques-Henri Hérault, qui est un très grand communicant, donc il a expliqué hier que Payet c'était pour l'amour du club et compagnie. Donc en 2020-2021, donc déjà il lui restait 2 ans de contrat, il avait 33 ans. Là, l'année prochaine, il touchera 50% de son salaire, donc c'est quelque chose de sympa. En plus, il ne va pas toucher la totalité des primes de Ligue des Champions et autres. En 2021-2022, il touchera 30% du salaire. En 23-24, de 40 à 60%. Et ensuite, la dernière année, ça sera en fonction du nombre de matchs qu'il jouera. Ensuite, donc... Pour Payet, c'est un beau geste de sa part. Cependant, il faut quand même aussi parler de la communication de Jacques-Henri Hérault. Donc, il nous fait il fait ça pour le bien du club et tout. Arrête. Parce qu'au final, ton joueur a 33 ans. Il est très bien dans le 8e à Marseille. Très très bien, belle maison, un beau cadre de vie. Sa femme ne veut pas quitter Marseille. Donc voilà, déjà, il y a ça. C'est pas... Potentiellement l'amour du club, j'ai toujours du mal à le croire, lui. J'ai beaucoup de mal, comme Thauvin, j'ai quand même un peu de mal. Et au final, tu vois, il te met en avant l'amour du club, alors que c'est juste que Payet, il a 33 ans, il va jouer jusqu'à 37 ans. Oui, j'ai dit en 2024, ça commence à faire un bout de temps là. Il va jouer jusqu'à 37 ans, donc il sera sous contrat jusqu'à 37 ans à l'OM. Donc il va être très bien installé, et puis c'est juste son salaire a baissé certes, mais avec le nombre d'années au final ça revient au même, c'est juste qu'il a lissé tous les différents paiements sur le plus long terme. Donc potentiellement, si dans les 1-2 ans, voire cet été, il y a un rachat, et bien joué.
Bien joué parce que les autres lapins, ils vont devoir payer donc près de 12 millions de salaires sur les 4 ans. Donc, après Dimitri Payet, là où on est sûr, c'est qu'il va réussir le test du jambon. Donc là, on est bien. Pardon. Merci Dridi. Ça conclut très bien. Oui, on va s'en arrêter là à ta blague. Ça conclut très bien le top de Thomas qui était néanmoins nuancé. Ensuite, Aurélien, tu vas nous parler du triplé d'Andrej Kramaric ce week-end en Bundesliga. Quadruplé, mon ami. Oui, quadruplé avec un penalty à l'aveugle. Autant pour moi. Ouais. Surtout, voilà, Kramaric, quand il arrive à Chelsea, c'est parce qu'il fait une très bonne saison à Rijeka, si je ne me trompe pas. Derrière, il est prêté à Leicester où il est, j'ai vérifié, il est quand même champion d'Angleterre. Et depuis qu'il est à Hoffenheim, on peut dire qu'il s'éclate. 5 buts parce qu'il était prêté une demi-saison. Et là, c'est toujours, si je ne me trompe pas, c'est 13, 14 et 17 buts sur les trois dernières saisons. Ce qui est pas mal, sachant que c'est un attaquant qui participe quand même bien au jeu, qui a le sens du but et qui surtout à 29 ans pourrait chercher un club d'un plus haut standing. Donc voilà, c'est là où on se dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas un club de Ligue 1 qui joue les places européennes pourrait pas aller chercher un Kramaric au lieu de toujours chercher des noms ou de rapatrier des joueurs de Ligue 1. En fait, faut aussi regarder ce qui se passe à côté. Voilà, moi je trouve qu'il porte très bien Hoffenheim. Il mériterait un club donc un peu plus fort parce qu'ils sont quoique je crois qu'ils sont quand même qualifiés en Coupe d'Europe parce qu'ils sont 6e. Donc, mais pas de retourner en Angleterre parce que si c'est pour jouer à West Ham et tout ça parce que tu as un salaire mirobolant. Mais voilà, bon, sachant que son penalty plein d'audace, je vous invite quand même à regarder les images. Ouais, il est quand même à 2 doigts de se le faire arrêter. Bon, le mec avait marqué un triplé, il y avait déjà 3-0. Tiens, d'ailleurs, Dortmund aurait pu faire partie de mon flop aussi. Hein. Mais voilà, c'était l'éloge de Kramaric qui continue. Et vu comment je vois la carrière d'un Vedat Ibisevic a su se maintenir en Bundesliga, Kramaric, je le vois faire la même chose sur les prochaines années. Le penalty à l'aveugle de Kramaric, c'est à double tranchant. Soit tu le mets et on crie au génie, soit tu le rates et t'as pas l'air d'un con. Il a 2 doigts de le rater. Il est passé à demi-con. Hein. Merci Aurélien. Et le dernier top, ce sera pour toi, Dredi. 30 ans après, les Reds sont enfin champions d'Angleterre. Ouais, comment ne pas en parler suite à la défaite de Manchester City face à Chelsea. Ouais, belle passe décisive de Benjamin Mendy. Oui, magnifique. Oui. Passe décisive et surtout l'interception qui est complètement foirée. Oui, c'est vrai, il nous a fait une carré dans FIFA quand t'appuies mal. Tu sais, sur Foot Champions, ça c'est. Surtout ça, il est revenu à la. Quand ton joueur bug, c'est pas bon signe. Donc ouais, 30 ans, mais 30 ans, c'est juste énorme. C'est l'œuvre d'un homme avant tout, Jürgen Klopp. Je suis allé voir, j'ai fait un petit tour pour voir la première compo et je vous invite à le faire d'ailleurs de Liverpool sous Klopp. Il y a du Skrtel, il y a du Sakho, il y a du Mignolet. Je sais plus s'il y a du Bellamy, mais non, il était pas depuis longtemps quand même. Il y avait James Milner déjà. Non, parce il était déjà là, Lallana. Oui, il y avait Lallana, il y avait James Milner, il y avait Il y a Anderson, je pense. Anderson. Mais Bellamy, il était revenu en fait. Il a fait un premier passage raté à Liverpool et quand il a été libre après Manchester City, il me semble, il est revenu. Et là, il a fait un deuxième meilleur passage. Parce que c'était un peu plus loin du coup Bellamy à Liverpool, mais oui, peut-être. Donc du coup, Liverpool qui peut topper les 100 points. Hein, qui peut topper les 100 points carrément et qui 30 ans après, encore une fois, l'œuvre d'un homme qui est là depuis quand Jürgen Klopp, j'ai oublié, depuis septembre 2015, novembre 2015 je crois ou 2014 ouais, il est là près de 5 ans. Il fait finale de Coupe de l'UEFA. Donc 2015. Ouais. Il perd contre Séville en finale. 2015, puisque 2016 c'était United en Ligue Europa. Donc comme quoi, construire une équipe sur le long terme, ça paye quand tu as un bon entraîneur avec une vraie vision, parce qu'il faut encore cadrer, même que ce soit offensif ou défensif. Il suffit de regarder Simeone, on va en parler d'ailleurs. Donc ouais, c'est vraiment son titre. Je pense qu'il aura une statue dans quelques temps. Je pense à côté de celle de Bill Shankly, ça me paraît pas mal. Il est adoré par tout le monde, c'est normal que. Puis je vous invite aussi à voir le clip de Liverpool qu'il a sorti le matin qui a suivi la défaite de Manchester City. La vidéo est sublime.
il faudrait que les clubs français s'en inspirent de ce type de choses, parce que vraiment on est dans l'histoire, ça te raconte bien les choses. C'est simple, hein, c'est tout bête, mais c'est beau, c'est bien fait. Malheureusement, bon, ça serait une remise de prix un peu spéciale vu qu'il y a le Covid. Mais bon, c'est amplement mérité. Et bravo Jürgen. Bravo Jürgen. Bravo Jürgen et merci. C'est la fin de ces tops et ces flops. On va passer au débat sur les rachats de clubs et notamment avec la situation actuelle de l'OM. C'est parti. Le débat, et on commence avec un petit point avec toi Thomas qui va essayer de nous résumer la situation, démêler le vrai du faux et essaye de le faire assez succinctement. On te fait confiance, c'est parti. Et c'est parti, j'ai mis le chrono. ça va être compliqué. Donc vendredi, tu as Mourad Boudjelal. Vendredi, tu as le matin, tu as VAR Matin qui sort un article sur... 15 secondes. Sur Boudjelal qui veut racheter... qui s'intéresse à l'OM. Donc Boudjelal parle dans la journée. Il explique dans les grandes gueules que oui, il est dans un projet avec l'OM, malgré l'accord qu'il y a eu avec Claude Joy. Donc voilà, déjà c'est assez spécial comme situation, mais Boudjelal actuellement, donc, il a signé un contrat avec Toulon, mais avec une clause suspensive. Ensuite, apparemment, il aimerait vraiment arriver à l'OM, mais en fait, c'est surtout la situation de Toulon qui a fait qu'il se retrouve dans un projet pour l'OM, parce que Claude Joy ne voulait pas entendre parler de Boudjelal. C'est con, mais bon, voilà, Claude Joy. Donc Falco, le maire, s'en est mêlé et a tout fait pour que Boudjelal puisse rencontrer Claude Joy. Il y a eu de nombreuses négociations, de nombreux papiers. C'est fait, c'est pas fait, c'est fait, c'est pas fait. Ce fut incroyable. Donc pendant ce petit temps, tu as Ajroudi, qui n'est qu'un intermédiaire, il faut bien le rappeler. Comme il l'a dit hier sur une radio tunisienne, il n'est qu'un intermédiaire dans ce deal. Il a demandé donc à ce que Boudjelal soit le président, parce que c'est une figure forte du sud de la France, parce que c'est un homme d'affaires à succès avec Soleil qui est une excellente maison d'édition, enfin qui a été une excellente maison d'édition. Ensuite, il a ramené Toulon de la D2 jusqu'au triple champion d'Europe. Et en finale de Coupe d'Europe aussi, de la H-Cup, il me semble. Sûrement, là, j'ai pas ça en tête. Et il a ramené des stars, voilà, on peut se souvenir de Wilkinson et compagnie. Donc Boudjelal, c'est quelqu'un qui est très apprécié dans le sud. Ensuite, apparemment, les fonds viendraient potentiellement de l'Arabie Saoudite. Donc a priori, ça peut être vrai, étant donné que tu as... Après, ça va lui faire bizarre quand même. Étant donné que les Saoudiens... Le coupe pas, s'il te plaît. Étant donné que les Saoudiens essayent d'arriver en France pour concurrencer le PSG et aussi en Angleterre. Le Qatar. Oui. Bah non, mais parce que, je me souviens juste que, je te coupe vite fait, Boudjelal sur Europe 1 avait dit le PSG c'est pas un club, c'est un pays. Donc, ah bah ça va être drôle. Sauf que là, c'est pas les fonds propres au gouvernement, ça sera un homme d'affaires ou enfin on sait pas. Pour l'instant, de toute façon, ce n'est que de la spéculation. C'est comme l'AFP qui avait sorti que c'était la banque Rothschild qui allait recevoir le versement, sauf que déjà c'est Macron. Alors ensuite, le cabinet présidentiel a appelé Boudjelal pour connaître le nom de l'investisseur et autres, et pour voir aussi quel était le projet, ce qu'ils ont également fait avec JACP. Bon, ça n'a pas marché, mais bon. Donc voilà, il faudra attendre encore un peu avant de vraiment avoir de vraies infos, parce que déjà, le nombre d'articles qui ont dit oui, ce projet est flou, Rothschild a refusé. Alors déjà, c'est l'AFP qui a dit que c'est Rothschild. Boudjelal n'a jamais confirmé ça, et en plus, une banque ne peut pas donner. Tu crois que tu vas appeler le banquier et le banquier va dire oui, bien sûr, attendez, je regarde sur mon ordinateur, je vous trouve le nom, le compte, je vous donne tout. Tu t'égares. Ça, c'est une critique aussi. Et voilà, faudra juste attendre un petit peu. Oui, pour l'instant, c'est que des. Pour l'instant, il y a beaucoup de spéculations. D'hypothèses. Ce que tu sais, c'est que tu as Boudjelal qui sera président de l'OM, et normalement, il prendra donc pas la tête de Toulon parce qu'il est engagé à 100% avec l'OM. Et tu as Ajroudi qui sera un intermédiaire. Tu as Louis Zacharias qui a été contacté pour rejoindre Boudjelal dans le projet, parce que c'est notre projet. Zacharias représente pas un OM
conquérant comme dans les années 90, mais il représente les années Pape Diouf parce que c'est lui qui l'a fait venir, donc il a quand même une image forte à Marseille. Et pour Boudjelal, c'est intéressant de s'entourer de bonnes personnes, contrairement à Jacques-Henri Hérault. Bien joué à toi. Et donc Kylian, il va revenir. Kylian. Kyrgios, non? Louis Dreyfus, lui il a ses 5% à l'OM, il est content, il vient au stade, il vient plus souvent que McCourt par contre. Bien joué à toi Thomas. Non, c'est Kirill, c'est pas Kyrgios. Ah, c'est Kirill. Bien joué à toi qui tant bien que mal a réussi à faire un assez bon résumé de... Ouais, il a presque tenu, je crois, il a fait moins de 3 minutes si on l'avait pas... Alors, Sidredine n'avait pas parlé. C'était une précision, importante quand même. Mais moi, je trouve que c'est une précision importante. Et Dieu sait que ton élan est important. Alors, les situations de rachat de club, on a l'exemple parfait en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que le rachat du Paris Saint-Germain était vraiment une réussite pour toi, Dredi, qui suit d'assez près le Paris Saint-Germain? Est-ce que, c'est une question très complexe, mais... ça serait difficile de dire le contraire, honnêtement. Oui, mais niveau de la gestion, etc. Au niveau de la gestion, il y a eu des manquements, mais incroyables. Et on a très bien vu le travail colossal de Leonardo en 2 ans, le gouffre qu'il a laissé, donc le manque de travail durant ces années-là. Et maintenant qu'il est revenu, on voit aussi, tout simplement... qu'il est juste extraordinaire. Et encore une fois, ça montre aussi à quel point il n'y avait personne avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est bête, mais quand tu veux acheter un club de football, c'est bien d'en avoir les moyens, c'est même très bien, mais il faut s'entourer de gens qui comprennent le football. C'est aussi bête que ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le Paris Saint-Germain avait bien démarré, ils ont connu un creux. Là, finalement, Leonardo est revenu, donc on repart, le PSG repart sur un élan positif. Ils avaient fait l'inverse un peu de City, où eux avaient super mal démarré, ils faisaient n'importe quoi, ils claquaient n'importe comment. Robinho, Joe, qui avait d'autres joueurs un peu moyens là que... Ensuite, ils ont quand même fait des bons coups. Oui, ils ont fait quelques bons coups, mais globalement, ils ont perdu du temps, ils sont un peu perdus, ils se sont restructurés parce qu'ils voulaient Guardiola, donc ils ont amené l'ancien directeur technique du Barça, etc. Ils ont confié le sportif à ceux qui connaissaient le terrain finalement, et ça s'est bien structuré. Et puis surtout, on ne peut pas vraiment comparer non plus parce que le Paris Saint-Germain, c'est des fonds, c'est le Qatar, c'est le Qatar, et City c'est Abu Dhabi, donc c'est un rachat pour faire grandir à l'international l'image du pays, pour son soft power. King Street, si tu reprends par exemple le rachat de King Street GACP, qui est maintenant seul King Street, c'est ça, qui est maintenant le seul King Street à Bordeaux, c'est pas la même chose. Eux, ils veulent clairement ils veulent juste faire leur petit business. Et à la limite, c'est pas le rayonnement de King Street qui leur importe, c'est juste acheter des joueurs. C'est un peu le modèle lillois, le modèle monégasque. C'est un peu tous ces modèles qui viennent en France, qui viennent de plus en plus dans certains pays. Leipzig, on le voit, ils le font vraiment très bien. Donc on en parlera après du modèle Red Bull. Donc, oui, faudra en parler parce que sur les jeunes aussi, c'est assez incroyable. Donc oui, il y a tout ça. Donc c'est vraiment à dissocier. Encore une fois, tu peux pas comparer un État et ça. Donc pour moi, ça peut être une bonne chose pour les clubs si, encore une fois, les personnes compétentes sont au bon poste. Il se trouve que c'est pas toujours le cas et ça donne des situations comme on a vu à City au début, comme on a vu au PSG sans Leonardo, comme on voit à Bordeaux actuellement. Des situations vraiment où c'est assez folle. Et on a vu des investissements notamment en France dans des clubs qui étaient assez petits comme la JOCR, comme Sochaux aussi. Enfin, il veut revendre le chinois. Zou. Oui, il veut revendre. C'est pas dans les. Attention, un spécialiste de la JOCR ici, donc. C'est pas, en tout cas, c'est pas sorti dans Lyon Républicaine ou des trucs comme ça. Oui, mais Source, t'inquiète. Ça sort sur un premier intention. J'ai juste oublié une toute petite parenthèse sur le projet. Boudjelal voudra bien s'entourer aussi des clubs, les clubs amateurs, notamment Herbel qui est donc quand même le seul club qui résiste à l'OM. Donc voilà. D'accord. Voilà, c'est juste. Merci pour cette précision. Sinon, hormis ta source Football Manager. Non, c'est regarde les vidéos de Romain Molina qui ne dit pas de la merde, voilà. Il a dépensé beaucoup d'argent et au final, il s'est rendu compte que c'est un gouffre financier a priori, donc il recherche des investisseurs, que ce soit des investisseurs minoritaires ou encore majoritaires.
Bon, bah, voir. Mais bon, ça fait combien de temps que l'investissement chinois a été du coup réalisé? Pour moi, ça fait presque 4 ans. T'es sûr? Si, c'est 4-5 ans, non? Ouais, c'est ça, non, c'est pas... C'était avec la vente là, des trois, j'ai oublié leur nom. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y avait une des familles, enfin bref, c'était devenu un panier de crabes, hein, la JOCR. Et du coup, quel bilan on tire au bout de 4-5 ans? Alors, le bilan, c'est que bon, il met quand même... j'ai rien à dire, il essaye de mettre quand même des billes, de l'argent. Moi, c'est plus la direction sportive où je vois quelques joueurs qui nous passent sous le nez. J'ai du mal à comprendre quand je vois des recrutements. Voilà, par exemple, là, le Paris FC a fait pas mal de recrutements en prenant 2-3 joueurs qui étaient meilleurs joueurs de national. Ça, c'était des coups que tentait la JOCR. Quand il y avait Giroud, et là ils ont même pas essayé de se positionner là-dessus. Mais sinon après la direction, James Zhu, il est pas voilà, il a quand même essayé de mettre des billes et avec Furlan, parce que je pense que voilà, il fait tout pour que la JOCR remonte. Je trouve c'est quand même voilà, pour le moment c'est un bon président. Contrairement par exemple aux Chinois qui étaient venus à Sochaux, là ils ont coulé. Ils ont amené le club près du vraiment près du précipice. Et d'ailleurs, depuis qu'ils ont été rachetés par Alaves, Sochaux, il me semble que. Il y a eu un truc comme ça. Oui, un club espagnol, mais je suis pas sûr. C'est un groupe chinois. Ils ont été rachetés par d'autres Chinois. A priori, c'est. Mais en tout cas, ils sont il y a une histoire avec Alaves. Là, ils tentent quelques recrutements qui sont beaux aussi. Donc voilà, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Après, dans les trucs, dans les rachats ratés, Malaga, hein, ça reste pour moi un homme d'affaires saoudien. Malaga, il me semble. Avec une déclaration à jamais. Non, c'est qatarien. C'est qatarien. Oui, c'est qatarien, autant pour moi. Oui, c'est le cousin de Altani. De mémoire, oui. Donc, une déclaration qui restera dans la légende. Vas-y, dis-nous tout. Ah, tu ne connais pas cette déclaration? Si, mais je l'entends pas. Je l'ai pas trop. Enfin, j'ai le début, mais je sais plus ce que c'est. Le Real Madrid perdra la Liga. Non, c'est Barcelone perdra la Liga. Voilà. C'est, attends, je cite, par Allah, Barcelone ne sentira pas l'odeur de la Liga. Et Malaga avait perdu 2-0 à la 37e journée face au Real Madrid avec un but de Cristiano Ronaldo dans la toute première minute. A priori, bravo. A priori, c'est Tech Pro et Wing Sangli. Les deux. À Sochaux. Les deux font. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, ça se passe. Là, pour moi, j'ai regardé aussi le recrutement de Sochaux. Il est plutôt bon. Il est vraiment de ce côté-là, même si. Parce que le Chinois n'a plus d'autorité dans le club. Oui, aussi. On l'a évoqué tout à l'heure avec Dridi, qui nous a parlé de la firme Red Bull et ses investissements dans le football et qui sont en train de devenir du coup un modèle de développement des jeunes, développement des clubs, avec notamment le Red Bull Salzbourg et le Rasenball Leipzig. New York Red Bull aussi. Et New York Red Bull aussi. Oui. Et plus celui qui sont au Brésil, je ne sais plus comment il s'appelle, qui viennent déjà en moins de 2 ans, ça y est, ils sont de nouveau, ils sont en D1, en T1 brésilienne, alors que il me semble, ils n'y avaient jamais goûté. Donc, ça donne des ailes, bravo. Ouais, non, mais c'est ça, c'est vrai que après Red Bull, ce qui est le projet est génial, ce qu'ils font avec les jeunes, tout autant, parce que en fait, ils ont fait les choses intelligemment, ne serait-ce qu'en Autriche. Donc, tu as Red Bull Salzbourg et ils ont un club associé qui est Liefering. Donc, toutes les jeunes pépites qui est en D2. Donc, toutes les jeunes pépites qui arrivent à Salzbourg, si elles sont encore trop tendres, paf, elles font un petit coup en D2. Après, quand elles deviennent pas mal, elles jouent en Autriche. Après, elles sont transférées en Allemagne. Et après, elles sont transférées ailleurs. Mais pour moi, le seul mais, c'est que à faire de la revente de joueurs et de gros et à miser toujours sur des gros potentiels, mine de rien, cette saison, on a senti qu'il manquait un truc chez Leipzig. Peut-être 1 ou 2 cadres
un peu plus vieux, une star qui arrive vraiment à fédérer tout autour de lui pour essayer de choper le championnat d'Allemagne. Mais toujours est-il que les deux clubs, que ce soit le Red Bull Salzbourg et RB Leipzig, sont en constante évolution, avec Leipzig qui du coup normalement va recouter la Ligue des Champions l'année prochaine, après être en quart. Là ils sont en quart, donc bon, peut-être que leur parcours va continuer, et Red Bull Salzbourg qui a fait un très beau parcours en Ligue des Champions, qui était pas si loin que ça de passer en huitième de finale. Exactement. Donc des clubs qui sont en constante évolution. Donc, ils travaillent bien. Enfin, ils travaillent bien parce qu'ils sont bien entourés. Alors que là, après nationalement, ils ont eu un peu plus de soucis avec le club de Linz, entraîné par Valérien Ismaël. Ce qui s'est passé aussi, c'est pourquoi ils ont été champions, c'est que Linz a été accusé de s'entraîner pendant la période Covid, et ils ont pris 11 points d'avance 11 points de pénalité, et c'est ce qui fait qu'ils ont fini deuxième. Donc je crois qu'ils avaient ils avaient fait appel de la décision, mais pour le moment rien n'a été fait en leur faveur. Donc, ensuite, l'inconvénient de ces projets, de cette galaxie, de Monaco et de tant d'autres, avec justement ce trading, c'est que de plus en plus de personnes souhaitent rentrer dans le football parce qu'ils se disent tiens, à moindre frais, on va payer 4 cacahuètes, on va payer un joueur et ensuite on va le revendre 10 millions. Le problème, c'est que par exemple en France, notamment, tu as de plus en plus de fonds d'investissement qui arrivent en Ligue 2, tu as de nombreux clubs, c'est des paniers à crabes. C'est ça l'expression, je pense. Et notamment aussi en Ligue 1, tu as Toulouse par exemple avec Bluebird qui vient d'arriver, tu as Nantes qui a failli être acheté et tout. Et en fait, le problème, c'est que ce sont des fonds d'investissement, tu as Bordeaux aussi, qui vont se baser sur le trading, sauf que ils vont faire miroiter à ces fonds d'investissement une hausse des droits TV et une hausse du mercato, alors qu'en Angleterre, l'Eldorado commence à se terminer, il commence à prendre fin. Et c'est surtout qu'en France, tu as des taxes monstrueuses, contrairement aux autres pays, déjà. Donc tu perds pas mal d'argent là-dessus. Et ensuite, le problème, c'est que tu n'as que des arnaqueurs, Varela et ses téléréalités, je ne sais où. Voilà, tu places des gros arnaqueurs et des menteurs, parce qu'ils se font passer pour des personnalités du football. Et justement, c'est comme ça que de nombreuses institutions au niveau du foot perdent. Bordeaux, là, c'est plus rien. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est presque une blague. Toulouse, qui à un moment rêvait de... Enfin, à un moment, ils étaient en Ligue des Champions, dans les années 2000. Avec Gignac. Et au final, maintenant, c'est quoi tour préliminaire. Ouais, maintenant, c'est... Ils se font ramasser par Liverpool. Ouais. Maintenant, ils peuvent espérer quoi, des tours préliminaires pour remonter en Ligue 1. Ah ouais, mais avec Patrice Garand, mon pote, attention. C'est con parce que Garand, c'était un ailier pas mauvais à la JOCR, franchement, qui savait jouer. C'est ça parfois on se retrouve d'ailleurs avec des entraîneurs avec des préceptes de jeu alors que eux-mêmes n'ont jamais joué avec ces préceptes. Le match parfait lors d'un rachat, c'est un club très bien structuré avec des gens qui connaissent le football et un entraîneur notamment du coup avec RB Leipzig, avec Nagelsmann, qui prône une identité de jeu et qui permet de l'équipe de progresser, d'avoir de très bons résultats. Même Rangnick avant avait déjà une identité de jeu, parce que c'était un des... c'était déjà un bon coach qui a d'ailleurs eu du mal parfois à passer le gap entre D2 et D1. Il savait très bien faire monter les clubs... les clubs de D2 en D1, mais derrière, il avait du mal à les faire grandir de nouveau. Bon, c'est pas. Mais il avait des problèmes aussi personnels et problèmes physiques aussi. Oui, en fait, quand il part de Schalke, parce que c'est quand même sa plus belle réussite, quand son contrat se termine, il veut pas le repousser, le prolonger parce que il est quasiment en burn-out, il l'a dit. Et c'est vrai que quand il a, au bout d'1 an et quelques, il est revenu à Leipzig. Au début, il est directeur sportif. Toujours avec son identité de jeu, je sais pas, à chaque fois j'oublie le nom du propriétaire de Red Bull, accepte de faire venir Rangnick pour son identité de jeu, et c'est quand un des coachs se barre qui reprend la place d'entraîneur. Mais sinon, c'est ça, c'est que Red Bull ça marche parce qu'on l'a dit, c'est que les gens connaissent le football. Et t'as l'impression que ceux qui veulent faire du trading en se disant tiens c'est simple, non, regardez Red Bull, ça a quand même mis du temps,
entre guillemets, hein, parce que ils sont passés de la D4 à la première division. Ils ont que 10 ans, je crois. Hein, c'est ça. Donc, mais voilà, c'est surtout là-dessus, on s'improvise pas Red Bull, on le devient en potassant, quoi. Bah, c'est sûr. Il y a aussi les projets de City. On en a parlé. Oui, on a parlé City, brièvement. Non, de City, avec par exemple le rachat avec les nombreux clubs qui sont de plus en plus. Oui, comme Chelsea avec Vitesse Arnhem. Voilà, Vitesse Arnhem. C'est Breda avec Manchester City. Et puis Monaco potentiellement, avec le Cercle de Bruges. c'était à 2 doigts. Je crois que c'était Nancy qui était à 2 doigts de passer sous City. Oui. D'être acheté sur City, et avant ça c'était Toulouse qui était intéressant. Ça aurait été intéressant de voir l'AS Nancy Lorraine City. Ça aurait été très marrant à voir, mais oui, c'est vrai. Un projet bien structuré avec des personnes qui connaissent le football et comme du coup, je viens de le dire, un entraîneur qui a une identité de jeu, ça permet de faire des belles choses, notamment sous la femme Red Bull, ce qui me fait encore en plus chialer pour Valence. Maintenant, les matchs à voir du week-end, c'est parti. Les matchs à voir du week-end, on va commencer avec toi Thomas qui va nous parler d'un match important pour la qualification en Ligue des Champions. On parle d'Everton contre Leicester. Oui. Merci. C'est bien renseigné. Depuis son arrivée, non mais c'est incroyable. 3 fois de suite que je suis premier. Ça arrivera pas au quiz. Hein. Bien joué ça. Ce que j'allais sortir en plus. Putain. Depuis son arrivée, Ancelotti, il a su quand même. Il a quand même fait un travail assez intéressant. Il arrive à stabiliser un peu les résultats sportifs à Everton. Je dis pas qu'il fait du très bon boulot. Non, mais sur la phase retour, il doit être dans les 6 premiers. Hein. Oui. Sauf que dommage d'avoir été dans les 13-14 premiers sur la première partie. Là, il est 12e là, au total. Oui. Ensuite, tu as aussi Leicester qui, eux, font une excellente saison avec Brendan Rodgers. Celui qui a failli être en plus champion avec Liverpool. Ouais. Une petite glissade de Stevie. Et puis voilà, ce qui est intéressant avec Leicester, donc c'est notamment leurs latéraux qui sont excellents, Chilwell et Pereira. Bon, Pereira c'est foutu pour lui maintenant puisque il s'est fait les croisés sur le genou droit. Il a été opéré pendant la période Covid. Avec Ekler Soyuncu aussi en défense centrale, le défenseur turc qui est très très fort. Soyuncu, ouais. Et puis faut aussi parler de Vardy qui fait une excellente saison, qui est le meilleur buteur de Première Ligue. Et donc voilà, enfin, ce qui est intéressant avec Leicester, c'est que leurs saisons, elles sont jamais constantes, elles sont ni constantes et au final, c'est une bonne saison, une mauvaise et tout. Peut-être que là, au final, avec Brennan. Surtout que Vardy avait dit qu'il arrêtait la sélection anglaise pour se concentrer avec Leicester. Et finalement, c'est vrai que depuis, malheureusement, quand même un peu pour l'Angleterre, parce que je crois que Southgate essaye de... Il n'a pas arrêté l'alcool. Je crois que ça fait partie des joueurs qui, s'ils arrêtent l'alcool et tout ça, ils deviennent vraiment moins bons, un peu comme Diawara. Diawara, c'est avec l'alcool qu'il est meilleur. Bah oui, c'est ce que je suis en train de dire. Suis ce qu'on dit, merde. Quoi? Et comment donc ouais, non, c'est Vardy. Comme quoi l'alcool ça va. Ouais, mais le problème c'est que Vardy, il avait pas reçu une plainte avant d'être au summum de son art. Il avait pas eu une plainte parce qu'il s'était battu justement dans un pub ou un truc comme ça. Oh, c'est le folklore. C'est le folklore anglais. C'est un peu rugueux. Alors, enfin, si tu dois citer tous les joueurs anglais qui ont eu des problèmes dans un pub. Commençons par Paul Gascoigne. Non, mais avec tous les jeunes joueurs qu'a Leicester, que ce soit en défense ou en attaque, avec aussi James Madison ou Wilfried Ndidi, des joueurs de très grand talent, ça va être très Ndidi qui était très contesté au début. Non, Ndidi, mais je savais que je savais. Pas être sérieux 2 secondes. Moi que je suis là. Donc ça va être très intéressant de voir la progression de Leicester, surtout s'ils vont en Ligue des Champions et s'ils vont pouvoir conserver leurs joueurs, notamment James Madison qui est convoité dans beaucoup de clubs anglais. Donc voilà, on va passer ensuite à Dridi qui va nous parler d'un très très gros match. C'est le match de la dernière chance peut-être pour le Barça s'ils veulent encore être champions d'Espagne. Ils vont devoir passer par l'Atlético Madrid. Le Barça qui depuis son match nul face au Celta Vigo à 6 journées de la fin à 2 points de retard sur le Real Madrid, un Barça qui patauge maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On l'a vu avec Quique Sétienne qui probablement, malheureusement mais sans trop grande surprise, devrait quitter le club d'ici la fin de la saison.
qui va affronter quand même un Atlético Madrid qui sur ses 5 derniers matchs reste sur 1 nul et 4 victoires. Donc eux ils sont vraiment en pleine bourre, donc attention. Et là c'est peut-être l'occasion pour le Real Madrid d'être sacré, pas officiellement mais officieusement. Après on sait qu'en général quand le Barça se ramasse c'est que le Real a une occasion, il se ramasse aussi. Donc ça va être très intéressant. Et encore une fois, on se répète, mais tout va dépendre de Messi comme d'habitude, malheureusement pour lui. Comme lors du match contre Celta Vigo sur le premier but de Luis Suarez, une inspiration. Génial. Ouais. Mais c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas la première fois que le Real Madrid non, mais c'est des spécialistes pour ça. Ouais, à 2 points d'avance. Et finalement, ils en avaient un moment aussi, peut-être octobre, novembre ou Non, pas en octobre-novembre. Non, le Barça a toujours été devant. Pour moi, le Real avait su prendre la tête à un moment et peut-être après le Classico, je crois, je sais plus. mais c'était très léger, mais c'était pas en octobre-novembre. Octobre-novembre, c'était déjà le Barça. Mais l'Atlético Madrid qui, avec bizarrement, avec la résurrection de leur cadre comme Koke ou Saoul, bizarrement ça va beaucoup mieux. Et Joao Félix aussi qui prend de l'importance. Les victoires dans l'ensemble sont assez serrées. Comme d'habitude. C'est l'Atlético, oui. Comme d'habitude. Mais il y a du mieux dans le jeu et ça se voit. Quand ils ont été champions, ils avaient quand même une bonne attaque. Mais là, c'est vrai que oui, tu sais que si tu veux faire un pari gagnant, tu mises Atlético vainqueur avec 1-0. D'ailleurs, ce week-end. À part face à l'OM ou 3-0. Bravo. D'ailleurs, ce Bravo Zambo. Avec l'Atlético qui a remporté son match 2-1, si je dis pas de bêtises, avec un penalty qui était magnifiquement en dehors de la surface. Mais bon, la VAR marche très très bien en Espagne. Les buts de Vinicius là aussi avec le Real. Le penalty. Quand même. Non, c'était pas un penalty, c'était pas sur cette cette but journée. de Benzema alors. C'était pas sur. C'est le but de Vinicius qui a été refusé par la VAR, c'est ça? Non, c'est qu'il y en a un qui a été accepté. Oui, c'était un penalty litigieux pour voir s'il avait chopé, pour la main de Benzema. Non, c'était le penalty sur Vinicius. Il y a tellement de bugs en Espagne. Il y a énormément de bugs, c'est très étrange. Aurélien, tu vas nous parler d'un choc de Serie A, lui aussi encore important pour la Ligue des Champions, entre l'Atalanta Bergame et Napoli. Oui, en effet, surtout que est-ce que Bergame va encore marquer 3 buts? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Eux, ils peuvent toujours se rapprocher de l'objectif Ligue des Champions. Ils sont bien installés. Surtout que là, ils peuvent profiter. L'AS Roma a perdu contre le Milan AC. Yes. Putain, bien. Ça fait du bien. Surtout que ça faisait longtemps. Je crois que la stat, c'était Stefano Pioli sur 20 matchs n'avait gagné que 2 fois contre l'AS Roma. Autant te dire que j'étais complètement confiant au début du match et je n'avais pas dans une main une corde, l'autre un flingue et des médicaments sur le. Et t'as vu qui a marqué? Ante Rebic, mais il est. Et non, je te parle du deuxième. Oh génial, un penalty. T'as dû être heureux avec ça. Non, mais j'ai vu, c'est un penalty. Hein. Parfois les mecs qui met, en plus c'est pas lui qui l'a provoqué, c'est Hernandez. Non, mais c'était un petit clin d'œil sur ton joueur chouchou. J'aurais préféré que ça soit Théo Hernandez qui tire le penalty parce que c'est vraiment la bonne pioche. Mais voilà, pour en revenir à l'Atalanta et le Napoli, surtout que le Napoli. S'ils perdent, il y a toujours le souffle du Milan AC parce qu'en fait c'est ça qui me faisait peur, c'est que je me suis dit que si on perd et que le Napoli gagne, on va commencer à dire au revoir vraiment à la Coupe de l'UEFA, même si j'y crois pas beaucoup, j'ai pas envie d'être face au mur. Donc voilà, ça va être ça peut être sympa, surtout le beau jeu de l'Atalanta face au jeu plein de corones de Gattuso. Ça a bien marché contre la Spal, mine de rien. Gattuso qui fait du Gattuso qui va. Ça va, il redresse bien le club, je trouve. Hein. Je m'attendais à, m'attendais à moins bien. Franchement, son passage. C'est pas mal. Hein. Non, mais son passage au Milan était pas mal non plus. Parce qu'il était à 2 points de la Champions League, je crois. Ah, c'est ça, mais c'est grâce à Leonardo. C'est pas si mal. Dans le jeu, c'est vraiment, faut s'accrocher, quoi. Mais oui, c'est ça. Il essaye de faire des trucs, mais tu sens que il essaye de poser entre guillemets des bases de beau jeu, mais tu sens qu'il a pas révisé sa leçon, quoi. Donc il a pas les fiches. Non, mais c'est ça. Non, mais tu sens qu'il a pas ses fiches. Bon ça fonctionne. Calderon a marqué d'ailleurs. Ça marche. Ça doit être son 2e ou 3e but de la saison. Ça marche en Serie A et ça marche aussi en Ligue des Champions. Pour le moment. Oui, parce que le match retour entre le Barça et le Napoli n'a toujours pas été joué, donc on verra si le Napoli peut
peut éliminer le Barça. Hein, J'y croyais pas. Ouais. Et qu'est-ce que j'avais dit C'est pendant une l'émission? Une J'avais option dit quoi? envisagée. Eh bien, je l'avais encore dit. Honnêtement, j'y croyais pas du tout, mais là, Ça fait des mois que je vous le dis. Merci Thomas. surtout si pas le mal. Barça met un 3-0 à Naples, Ouais. on ressortira que ça fait des mois que je vous le dis. Ouais, en parlant de l'Atalanta Napoli, Luis Muriel qui met un énorme but ce week-end. Une Moriel. praline de Moriel, 30 mètres environ. Hein, Ouais, bah c'est ça. de c'est- 30 franc mètres. Non, Ouais. non. C'est pas un coup franc. Si, c'est un coup franc, Bah, non Non, pardon. non, c'est dans le jeu. Hein. Ah, il met aussi un coup franc. Il met un coup Il met franc. ce coup franc. Mais non, je parlais de son but de Ah, 30 d'accord, mètres. ok. dans le- sa ligne de bah, 30 mètres. Bon, de toute façon, s'il met un coup franc, c'est donc au moins 20 mètres. Une praline de 30 mètres. Bah, de toute façon, c'est une bonne. Ouais, c'est Toujours été un bon joueur de Serie A, Luis Muriel. Hein. Oui. Aloudine. Aloudine, mais il a pas fait. Je veux pas me tromper, mais non, Fiorin- non. c'était Quadrado qui était à Lecce ou lui aussi il avait un peu joué à Lecce. Parfois je m'embrouille un peu, mais non, ça a été toujours un bon joueur et là, il fait le taf complètement, surtout avec Zapata. C'est donc la fin des matchs à voir du week-end. On va passer à la rubrique que tout le monde attend, que tous nos chroniqueurs attendent. C'est parti pour le quiz. Non, je vois pas d'ici. Bon, là, honnêtement. Putain, quel tricheur. Je te jure que. Mais c'est ça qui est fantastique, c'est que il avait pas son truc, mon regard a été vers là. Ah, mais je demande à ce qu'on supprime toutes ces victoires depuis le début de l'année. On va parier sur ça, bonne foi. Alors attention, comme d'habitude. J'ai posé la question pour toi, Dridi, la semaine dernière. c'est Alors, une des clubs par lesquels l'ordre un joueur est chronologique. passé. Toujours pas. C'est des clubs par lesquels un joueur est passé. Il faut évidemment. Retraité ou en cours? Je ne dirai rien. Ah, d'accord, ok. Il y a un poste spécifique cette fois. Ta comme, gueule. Comme goal. Je ne dirai rien non plus. Là, c'était des défenseurs la semaine dernière. Je ne Non. dirai rien. Donc voilà une suite des clubs par Ah, lesquels un joueur a passé. Il faut deviner le club. Il y aura une question bonus pour doubler ses points. On commence par le premier joueur et on commence par Le Mans. Le Mans. Ensuite Galatasaray. Drogba. C'est dit Drogba. Oh, Aïe, 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 aïe. Aurélien qui commence très fort. Il y avait ensuite Ouais, j'avais- Guingamp, l'Impact Montréal, Il y avait Chelsea. Malouda, Et il y a là, Marseille aussi. de Malouda, Marseille. non Galatasaray, jamais. Non, mais La Je sais plus. Non, question Guingamp. est la suivante pour toi Aurélien. En quelle année a-t-il fini 4ème du Ballon d'Or, dit Drogba? Ah, bah, c'est simple. Merci. Je sais pas. Bah, c'est simple quand même. Bah, 2004. Oula. Bah non. Ah non, 2008. Bah non. Eh non. 2008, non 2007, hein, vous êtes tous. Ah, Oula. 2008, il finit pas 4ème. Non, non, c'est 2007. Hein. Mais il fait finale de Champions. Ah, mais c'est 2007. Source Wikipédia. Ok, d'accord. Bon, bah, ah non, j'avais un an au moins que. Ouais, enfin en attendant, t'as pas. Oh, c'est simple, c'est Bah, c'était simple. Enfin, ça me paraissait. Prochain joueur, AC Milan. Mhm. AC Milan, Atlético Madrid. Théo Hernandez. C'est non. Ouais, bien joué. Malheureusement. En platane. Thomas va-t-il proposer quelque chose? Attends. Pas toute la journée non plus. donc, Oh, mais si. Attends. AC Milan, Ça va venir. Oh non, s'il te plaît. Atlético Madrid. Attends, remets-moi le nom. Bah non, bah Non. AC Milan, Atlético Madrid, Chelsea. Oh, mais si. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends. S'il te plaît. T'es bloqué Attends, par les je- deux autres Non, joueurs. vas-y, arrête. Non, arrête. Ils ont pas le droit de faire ça. Ils ont pas le droit de faire Non, ça. mais attends. Ah bah si, mais... Non, mais ils ont pas le droit de me faire attendre. C'est un club et après, le truc, c'est de la triche. Ah, Ah, bah en non, plus, je vois. C'est AC Catenaccio là. S'il te plaît, s'il te plaît. Ta race, hein. AC Milan. Dernier club après, Non, s'il te mais plaît. comment on peut se concentrer Non, non, ce avec sera lui au dernier club où c'est remis en jeu. Non, non, s'il te AC plaît. Milan, Non. Atlético Madrid, Chelsea, Sagan Tosu. Fernando Torres. C'est Fernando Ah, Torres, oui. bien joué Thomas. Ah oui, putain. Aïe, aïe, AC Milan et Aurélien ne le trouve pas. Bah non, Après, c'est c'est- vrai que son passage n'était pas non plus, Un but, Bah je oui. n'était pas Oh non là plus là. marquant. La question est la suivante. Citez-moi tous les titres remportés par Fernando Torres avec sa sélection. Quoi? Putain, ça. Il y a l'Euro, la Coupe du Monde. C'est votre réponse? Hein? C'est votre réponse? Bah, avec. Attends. Avec sa sélection. Attends. Tu comptes les espoirs? 5, Attends. 4, Il y a un piège. Ah Attends. ouais, mais cinq. je le vois gros comme une maison. Ah, le piège. 4, Non. Il a gagné que l'Euro? Non. 2. Non. Alors bon, Non, dis- c'est. question. Enfin, réponse. Question? La réponse, monsieur. Très vite. J'ai un trou. Non, là. non, c'est bon, t'as la 3. bonne réponse. Bah, l'Euro. C'était l'Euro et la Coupe du Monde. Ah, et, bah oui, tu parce que tu il t'es fait voulait- berner par les deux autres Il- candidats. Putain, non, non, je mais t'ai- je t'ai dit, t'as la bonne réponse parce que il voulait te faire dire la Coupe des Confédérations, mais non. Ouais, j'ai Eh oui, failli il arrive en dire- finale avec en 2013 Ouais, avec ouais, l'Espagne. mais Qui c'est a battu Neymar, par le c'est Brésil. Neymar. Ouais. Et prochain joueur, on commence au Genoa. Ah bah ça, je vois, je réponds pas.
Genoa, River Plate. Oh purée. Est-ce qu'il a joué Crespo, bien joué. J'abandonne, vas-y. En 2 clubs, encore une fois. Là, c'est terminé. Il y avait Milan AC, Chelsea, Parme, Lazio, Inter. La question suivante, lors de quelle compétition a-t-il été repéré par Parme à la fin des années 90 ? Le tournoi Espoir de Toulon. C'est faux, c'était les Jeux Olympiques. Ah. Et oui, donc voilà, donc bon. Le dernier joueur, ça va être pour le fun, hein, parce que bon. Ah ouais, attends, si je le trouve Si tu le trouves dès le premier. le premier. Dès le premier. Ah, on va tenter. Ok, on commence à Aston Villa. Ouais, j'aurais bien fait un test, moi. Allez, ça se joue avec les cornets, j'ai vu que vous proposez tous quelque chose. Allez. John Carew. C'est non. Ah bah j'allais faire la même, j'allais dire le même. Allez, bah, proposez quelque chose. Allez, on est joueurs. Thomas. Ah si, je l'ai. Moi je fais pas partie de ça. Nigel Reo-Coker. Non. Je l'ai. Grish. Je l'ai. Non. Je l'ai. Darren Bent. Non. C'est non. Prochain club, Aston Villa, Galatasaray. Attention, il est difficile celui-là. Attends. Non, mais vous êtes des experts, messieurs. Galatasaray dans les années. Petit indice. Vous allez non. voir. Aston Villa, Galatasaray. Tu peux rien dire de toute façon, Dridi, hein, parce que bon, tu as proposé Aston Villa, Ah non, mais Galatasaray. c'était pour le fun. T'as dit 2 joueurs pour le fun. Aston Villa, Galatasaray, Portsmouth. Aston Villa, Galatasaray, Portsmouth, Slovan Liberec. Putain, mais c'est quoi je peux. Ce joueur est très très compliqué. Bon, Dridi, tu peux revenir en jeu. Aston Villa, Galatasaray. Merci, Il reste hein. encore 3 clubs. Hein. Fais pas rentrer pour Torres, mais pour. Aston Villa, Galatasaray, Portsmouth, Slovan Liberec, Liverpool. Ah, David Ngog. Non. J'ai dit ça au hasard. Non, mais il a joué en Hongrie. Ah, mais c'est Oven Budapest. Aston Villa, Galatasaray, Portsmouth, Slovan Liberec, Liverpool, Antalyaspor. Si, mais Ah, mais c'est Roger, son cousin. Je n'ai pas de cousin qui s'appelle Roger. je sais pas, Hager. Non. Propose C'est un quelque chose, attaquant, je Thomas, pense, c'est un sinon attaquant, tout parce le monde que peut revenir. Je crois que c'est un attaquant. Ah, mais si. 3, Non. 2, 1, Aston Villa, Galatasaray. Barros. C'est Milan Barros, bien joué Oh, Aurélien, qui a eu 3 joueurs sur 4. Et la question est la suivante, contre quel joueur est-il échangé lors de son arrivée à l'OL? Carou. Eh oui, John Carew. John Carew, quasiment un sans faute pour Aurélien, qui remporte cette émission. 2 sur 4. 3 sur 4. Non, Dridi en a trouvé un, j'en ai trouvé un. Non, il l'a pas trouvé, Dridi. Non, c'est que j'ai répondu à une question. Par contre, Dridi, l'émission n'est pas terminée, donc tu te fais rassis-toi. Rassis-toi. Maintenant, Fernando Torres, vas-y. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous les chroniqueurs pour cette émission. Merci à Médéric pour la régie. Merci à ceux qui nous regardent sur YouTube. On vous retrouve très prochainement dans En Première Intention. A plus. Second poteau Pavard.